Donc je m'appelle Aurélien Duthier, je suis philosophe de formation. J'ai travaillé durant 8 ans à l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire et je travaille actuellement au Créail des Pays de la Loire. Alors, je souhaitais vous aborder deux thématiques qui sont en lien avec des enjeux éthiques dans la relation entre les professionnels, les personnes malades et les proches. C'est la problématique autour du refus de soins et les problématiques autour de l'évaluation et de la gestion des risques. Par rapport à la question du refus, c'est une thématique, une problématique qui évidemment est très très large, qui concerne l'ensemble des situations dans le soin et l'accompagnement. Mais dans le champ des maladies neurodégénératives, il existe peut-être un certain nombre de spécificités, il existe aussi un certain nombre d'enjeux qui sont importants. Cette thématique, moi je l'ai travaillée ou j'ai échangé avec des professionnels parce que c'est un sujet qui revient très très souvent dans les groupes éthiques. C'est quelque chose qui désarçonne régulièrement, que ce soit les équipes de soins d'accompagnement ou les familles. C'est face à un refus de soins ou d'accompagnement qu'on constate qu'il peut y avoir beaucoup de sentiments de culpabilité. Il peut y avoir un sentiment d'échec. Est-ce qu'on a bien informé la personne de la nécessité du traitement? Est-ce que l'on a bien finalement communiqué avec l'autre? Qu'est-ce qui a fait que la personne refuse? Et donc, par rapport à ces refus, un certain nombre de dilemmes éthiques, d'enjeux se posent. Et évidemment, s'il n'existe pas une recette ou une procédure toute normée pour pouvoir penser ces situations de refus, il y a vraiment des enjeux qui se posent de façon récurrente. Et c'est vraiment une thématique pour laquelle il y a une articulation à penser en permanence entre la clinique, la diversité des situations, et puis un certain nombre de repérages éthiques et de questionnements éthiques. Un élément peut-être d'abord, c'est que face à un refus de soins, un refus de traitement, évidemment les enjeux vont être très très différents en fonction de ce qui est refusé. Si ce qui est refusé c'est de l'ordre d'un traitement vital ou lors d'une toilette ou quelque chose de différent. Donc il y a des enjeux spécifiques par rapport à ce qui est refusé. Il y a un cadre juridique depuis la loi du 4 mars 2002 avec cette idée que tout acte de soin nécessite le consentement libre et éclairé. Donc le refus est un droit socle dans la législation dans le champ de la santé en France. Et même pour les personnes sous mesure de protection, on va toujours devoir rechercher l'expression du consentement et le refus de la personne est vraiment une liberté strictement personnelle, une liberté essentielle. Pour autant, les choses ne s'arrêtent pas là, voire même tout commence quand on est parfois confronté à des situations de refus. Et là, il y a tout un champ, un temps d'investigation sur de quoi ce refus est l'expression, de quoi ce refus est le nom, un temps d'investigation clinique, mais aussi de réflexion et de démarche éthique. Parce que, effectivement, de repérer pourquoi la personne refuse va nous amener à un certain nombre de questionnements. Est-ce que déjà la personne se représente un certain nombre de choses sur la nature des traitements? Est-ce qu'il y a des écarts entre les priorités des professionnels, des proches ou de la personne? Est-ce que ce refus est lié à une altération du discernement, à une altération dans les capacités de la personne à comprendre son état, à comprendre sa situation, à comprendre l'impact et le poids des traitements? Et puis ça peut être aussi des éléments sur la forme même exprimée par ce refus. Est-ce que la personne est dans ce refus parce qu'elle est dans des douleurs ou des souffrances extrêmement intenses qui l'amènent vers des situations de repli sur elle-même, qui ferait qu'elle n'a pas toutes les ressources, toutes les capacités pour pouvoir sereinement appréhender la situation? Et puis même, est-ce que ce refus est parfois le dernier levier auprès de la personne pour exprimer sa liberté, pour se sentir sujet? Et finalement, dans un contexte où il peut y avoir de grandes dépendances, dans un contexte où la personne peut se sentir parfois peut-être piégée par une organisation, peut se sentir finalement peu écoutée ou entendue dans l'expression de ses choix, le refus est des fois vraiment le langage, le levier qui permet de se ressentir sujet et de pouvoir exprimer sa liberté profonde. Donc tout ce travail d'analyse sur l'expression du refus va être important. Et puis là, des dilemmes
extrêmement fort sur est-ce que la personne se met en danger lorsqu'elle refuse, est-ce que on va devoir entendre, comprendre ce refus et comment on va devoir travailler entre la personne accompagnée, les différents professionnels, l'entourage pour peut-être sortir de crispations qui sont liées au refus d'un certain nombre de traitements. Évidemment, refuser un traitement, c'est pas refuser tout l'ensemble des soins, et cette distinction est vraiment essentielle. Est-ce que ce refus peut être l'occasion de repenser différemment la relation de soins, la relation d'échange? Est-ce que ce refus peut être aussi une façon d'entendre, d'écouter et de repenser différemment les enjeux, les priorités de la personne? Voilà, il y a vraiment un certain nombre de questionnements clés et qui probablement se posent au quotidien, que ce soit en établissement, au domicile. Voilà. Peut-être d'autres éléments également sur la notion de risque, la notion de prise de risque, qui est une notion qu'on va retrouver de façon assez liée à cette notion de refus. Cette notion de risque, elle est vraiment importante, elle me semble déterminante, parce que dans les situations où on accompagne des personnes vulnérables, il peut y avoir cet écueil à ne repérer chez la personne que ce qui fait vulnérabilité, à repérer uniquement un certain nombre de défaillances, d'incapacités, d'altérations. Et dans ce cadre-là, il peut vraiment exister cette volonté de protection, voire de surprotection, et surtout une pression importante, que ce soit dans le champ des organisations, que ce soit en lien à notre responsabilité morale, une pression qui va consister à vouloir évaluer l'ensemble des risques encourus par la personne et à ce titre vouloir à tout prix mettre en place des moyens pour supprimer ces risques, pour pouvoir les encadrer. Or, il y a probablement une réflexion à mener profonde sur cette notion de risque et sur ce que permet aussi la notion de prise de risque, et notamment pour les personnes en situation de grande vulnérabilité. Autant un danger, c'est vraiment dans des situations où la menace, elle est palpable, elle est tangible, et c'est la vie de la personne qui est en jeu, et donc face à un danger, on est dans l'impératif d'un secours, on est vraiment dans la nécessité de devoir agir en urgence. Autant dans la notion de risque, on ne retrouve pas cette notion de menace avec la même tangibilité, avec la même épaisseur, et puis on est plus sur des probabilités, et puis surtout, la prise de risque permet aussi des bénéfices, et on est souvent dans l'expression d'un choix de la personne quand on prend un risque. Donc si on veut supprimer l'ensemble des risques de la personne, eh bien l'écueil, c'est que cette personne ne puisse plus exprimer, exercer son autonomie et sa liberté. On a tous, en fonction de notre expérience, de notre culture, de notre âge, un rapport différent par rapport au risque, et il ne s'agirait pas d'imposer de façon tyrannique, normative et dogmatique une seule norme du risque par rapport aux personnes vulnérables. Je prends des exemples. La question de risque de chute, la question du risque de fausse route, lorsque les personnes ont des troubles de la déglutition, les risques de désorientation. Tous ces risques-là, qui sont des risques importants, ne doivent pas forcément, de façon évidente, de façon immédiate, déboucher sur des privations de liberté ou déboucher sur des actions de prévention ou d'actions immédiates. Parce que derrière ces risques qui sont des risques importants, il y a aussi des histoires de vie, et il ne s'agirait pas de penser, notamment dans un établissement, une série de risques à devoir forcément mettre en place des stratégies. Il peut y avoir une gestion finalement très très normative, parfois presque idéologique, où on va plutôt protéger les professionnels de leurs responsabilités morales ou juridiques, on va plutôt protéger l'établissement dans ses indicateurs, plus que de protéger la personne elle-même, qui doit vraiment être au centre de la délibération, qui doit être au centre de l'échange, parce que la prise de risque, c'est quelque chose qui va conditionner une liberté, une autonomie, c'est lié à une histoire, et en voulant mettre en place des moyens de compensation, de suppression de ce risque, des fois on en rajoute de nouveaux, voire même on produit une malfaisance, c'est-à-dire que les moyens sont pires que ce que l'on veut éviter, le remède est pire que le mal. Donc par rapport à cette question de la prise de risque et de sa distinction avec la notion de danger,
il y a vraiment des enjeux éthiques qui sont extrêmement importants. De pouvoir distinguer ces deux notions, de pouvoir repérer que le risque, c'est aussi quelque chose à négocier, à partager, à réintégrer dans une histoire, à réincarner dans des histoires de vie pour la personne, c'est quelque chose vraiment de fondamental, parce qu'il y a beaucoup de situations éthiques, beaucoup de situations qui mobilisent la réflexion éthique, où on repère qu'il va y avoir une nécessité de déconstruire nos propres normes individuelles du risque. Il va y avoir la nécessité, non pas de projeter nos propres références, mais bien de considérer que le risque est une construction sociale, est une construction aussi qui dépend beaucoup des outils pour pouvoir l'évaluer, est une notion qui évolue dans le temps et qui ne doit pas être pensée clairement de façon binaire. Et il y a peut-être une nécessité, a fortiori dans un contexte où il y a une pression sociétale, une pression parfois juridique, une pression en termes d'indicateurs qualité qui est extrêmement forte pour vouloir supprimer tous les facteurs de risque, de vouloir mettre en place des moyens extrêmement lourds pour pouvoir repérer, évaluer et supprimer ces risques. Il y a peut-être vraiment là la nécessité de faire de cette question du risque une notion en dialogue, une notion qui doit être dépliée, qui doit être singularisée en fonction des personnes, et surtout de repérer combien il y a une articulation profonde entre prise de risque, droit au risque et liberté, autonomie. Donc on est face à cette question-là dans la nécessité d'une réinterrogation permanente et de ne pas se laisser porter par notre sentiment de responsabilité morale, de ne pas se laisser porter par cette pression qui viendrait immédiatement penser réduction des libertés, qui viendrait immédiatement penser intrusion dans la vie des personnes parce que l'on aurait identifié, et de façon parfois très légitime, un risque. Voilà. Alors, je vous suis, mais pas entièrement. Ah, très bien. La chute, finalement, c'est le contexte quand même. Ouais. C'est-à-dire que si tout est fait pour que, éventuellement d'ailleurs, même s'il y a chute, qu'on se fasse pas mal, qu'on ne se cuise pas, bon, voilà, parce qu'on a prévu le coup, allons-y, prenons le risque. En fait, il n'y a plus de risque, mais parce qu'on a, justement, pour des raisons morales, on a fait ce qu'il fallait. Oui, tout à fait. Alors là, ce que vous indiquez, c'est effectivement, face à un risque, quelle action mener, et est-ce que les moyens qu'on va mettre en place pour éviter ou anticiper ou bien évaluer ce risque-là sont proportionnels? Est-ce qu'effectivement, face à un risque de chute, on peut d'abord réaménager l'environnement? Est-ce qu'on peut repenser les habitudes de vie? Face à un risque de fausse route, est-ce qu'on peut repenser la façon dont l'alimentation est réalisée? Évidemment, ces aspects-là vont être trop précieux. Le seul élément que je pointais, c'est lorsque on identifie à un risque des réponses binaires et des moyens qui semblent finalement uniques, normatifs, et qui peuvent être finalement profondément disproportionnés ou qui peuvent représenter des intrusions insupportables dans l'intimité, dans la liberté des personnes. Et puis surtout, c'est aussi amener cette réflexion sur la reconnaissance du droit de prendre des risques, parce que on peut le constater régulièrement auprès d'aidants, de proches et de professionnels. C'est pas forcément une notion si facile que ça à entendre, cette question de la prise de risque, surtout quand on la pense par rapport à des personnes vulnérables où il y a une altération importante de leur capacité de discernement, justement à une altération aussi de leur capacité à repérer les risques. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet qui est celui de jusqu'où on accepte collégialement, collectivement, de penser, y compris pour les personnes les plus vulnérables, le fait que ces personnes ont le droit de prendre un certain nombre de risques, et notamment dans les situations où il peut y avoir un isolement, il peut y avoir une restriction de la participation sociale de ces personnes, de repérer que la prise de risque elle va des fois être déterminante pour la liberté, pour la sociabilité, et qu'il ne s'agirait pas uniquement d'agir en fonction de son sentiment de responsabilité morale et de mettre la sécurité comme un indicateur absolu. Là, il s'agit aussi pour chaque situation de repérer la frontière qui est parfois poreuse entre prise de risque et mise en danger. Situation où véritablement la personne
peut se mettre en danger s'il y a 99% de danger que la personne fasse une fausse route si l'alimentation n'est pas mixée. Évidemment, on sera peut-être plus sur une situation de danger que sur une situation de prise de risque. Donc c'est des choses à apprécier de façon fine, mais toujours en associant la personne et en repérant que derrière une prise de risque, il y a aussi des histoires de vie. Lorsque les personnes sont en situation de vulnérabilité, l'alimentation, pour reprendre cet exemple de la fausse route, c'est plus que se nourrir, c'est aussi le lien avec l'entourage, c'est le goût à la vie, c'est des éléments qui sont parfois déterminants et prioritaires pour les personnes. Donc en voulant systématiquement réduire des facteurs de risque sur chaque dimension de la personne, c'est finalement risquer aussi de ne pas individualiser, de ne pas singulariser, et d'accompagner un ensemble de personnes de façon abstraite en focalisant les actions sur des risques interindividuels, alors qu'il faudrait faire une démarche différente, de repérer à chaque fois qu'est-ce que produit comme intérêt, comme enjeu cette prise de risque pour les personnes, et d'adapter en fonction les différentes stratégies d'accompagnement. Il y aurait peut-être la nécessité de valoriser aussi, d'un point de vue épistémologique et d'un point de vue de réflexion éthique, cette notion de prise de risque, parce qu'il y a aussi un lien et une articulation forte entre la prise de risque et la notion de santé. Alors pour reformuler peut-être un peu maladroitement ce que pouvait dire Georges Canguilhem sur la question de la santé, mais être en bonne santé, c'est risquer de tomber malade, c'est être un mouvement dynamique où finalement, c'est quand on est dans des situations pathologiques, qu'on réduit ses actions, qu'on est dans un territoire d'action limité, où on est dans une logique permanente d'évaluation des risques. Donc il y aurait à identifier peut-être embarqué dans cette logique d'évaluation systématique des risques, eh bien, l'effet produit serait complètement contre-productif et voire renforcerait la situation de pathologisation de l'existence des personnes, réduirait leur participation sociale, donc réduirait finalement leur situation de handicap. Et en voulant protéger et sécuriser les personnes à travers cette évaluation et gestion des risques, finalement, on en arrive à réduire, à pathologiser et à induire des limitations de liberté qui seraient finalement beaucoup plus malfaisantes qu'autre chose.